bienvenue à tous. New York, capitale diplomatique mondiale cette semaine, à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Et justement, Washington Forum s'est déplacé dans la Grande Pomme à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel. Crise sanitaire mondiale, multilatéralisme, paix et résolution des conflits, développement, changement climatique. Les dirigeants des 193 pays qui s'adressent soit en personne, soit par vidéo à la tribune de l'Assemblée générale abordent les grands sujets de l'heure. Pour la deuxième année consécutive, la pandémie de Covid-19 impacte le déroulement et le thème des discussions. Même si les avancées dans la vaccination ont permis à plusieurs dirigeants de faire le déplacement à New York, contrairement à la session précédente où l'essentiel des travaux s'était effectué virtuellement. La diplomatie face aux questions brûlantes du moment, c'est tout de suite dans Washington Forum. La 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est officiellement ouverte le mardi 21 septembre à New York. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement assistent à cette grand-messe diplomatique pendant laquelle sont inscrits des sujets de débat comme la pandémie de Covid-19, le changement climatique et le terrorisme. Des sujets qui revêtent un intérêt certain pour l'Afrique. Le point avec Mohamedou Oumfa. La voix de l'Afrique a retenti dès le premier jour de l'Assemblée générale à travers le président Félix Tshisekedi qui s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Président de la RDC et surtout président en exercice de l'Union africaine, il a appelé les pays développés à intensifier leur aide à l'Afrique pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Nous ne pouvons gagner cette bataille que dans le cadre d'un effort commun et sur base d'une feuille de route définie ensemble. Ceci exige un partage des responsabilités et plus d'équité dans la complémentarité que commande la mondialisation de nos économies et la globalisation des enjeux internationaux. D'ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera les 25 millions par mois en Afrique. C'est féliciter le président Tshisekedi tout en lançant un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l'Agence africaine des médicaments. Félix Tshisekedi en a aussi profité pour évoquer la question du terrorisme qui progresse sur le continent. Lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir de les soutenir activement dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivi des faits sur le terrain. Dans le même ordre d'idées, Félix Tshisekedi a aussi assuré que son continent ne tolérera plus jamais des régimes militaires au moment où des militaires se sont emparés du pouvoir au Tchad, au Mali et en Guinée. Autre sujet d'intérêt pour l'Afrique, le changement climatique, un sujet abordé par le président américain Joe Biden, dont c'était la première prestation à la tribune des Nations unies en tant que chef d'État. Il a promis de doubler à nouveau le montant de l'aide internationale accordée par les États-Unis aux pays les moins avancés. En avril, j'ai annoncé que les États-Unis doubleraient leur financement international public pour aider les pays en développement à faire face à la crise climatique. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous travaillerons avec le Congrès pour doubler à nouveau ce chiffre, y compris pour les efforts d'adaptation. Cela fera des États-Unis le leader du financement public pour le climat. La 76e session de l'Assemblée générale s'achève le 27 septembre. D'autres dirigeants africains vont s'exprimer pour livrer un regard africain sur les problèmes du monde, en attendant la réalisation de nombreuses promesses faites depuis mardi dans un monde où les effets de la pandémie de Covid-19 ne commencent qu'à se faire sentir. Voilà, merci beaucoup Mohamedou Oumfa. Et à présent, nos invités pour le débat. Avec moi ici à New York, nous avons Jean-Victor Kolo, qui a été porte-parole de 3 anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans nos studios de Washington, Jean-Claude Zamba,
qui est analyste politique basé dans la capitale fédérale américaine, et à Dakar, la capitale sénégalaise, Awaba, chargé du bureau Sénégal de l'OSIWA, Open Society for West Africa. Merci à tous d'être avec nous. Alors, je démarre avec vous, Jean-Victor Kolo. Cette année encore, la pandémie est présente dans les débats. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé un déséquilibre criant dans la distribution des vaccins, avec une majorité des adultes vaccinés dans les pays riches, tandis que 90% des Africains attendent toujours leur première dose. Il parle même d'obscénité. Vous revenez du continent, justement. Votre constat a-t-il raison? Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a parfaitement raison, et je pense que son raisonnement a eu un écho dans la présentation que le président de l'Union africaine, le chef d'État congolais, M. Tshisekedi, a lui-même faite quand il a parlé au nom de l'Afrique. La pandémie ne sera combattue que si elle est combattue globalement. C'est donc dire qu'avec le fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud... Au Nord, on parle de troisième dose dans les pays riches. Absolument. On parle déjà de troisième dose dans certains pays, mais dans les pays africains, on n'en est pas encore là, on est très loin de ce compte. Il faut donc d'abord lutter contre la désinformation, qui est un mal en lui-même, mais il faut aussi et surtout trouver les moyens afin qu'il n'y ait pas un monde de dichotomie, où certains parlent déjà d'une nouvelle organisation de la société, où le pass sanitaire devient un passe-droit, alors que beaucoup d'Africains ou beaucoup de pays africains risquent de se retrouver un peu dans la situation du Brésil, où la délégation brésilienne à New York, n'ayant pas tous les passes nécessaires, a dû consommer des pizzas sur le trottoir parce que les restaurants ne leur donnaient pas accès. Je pense que cette sorte d'image représente très bien le fossé qui risque de s'agrandir. Il est donc important pour la communauté internationale de combler ce fossé au plus vite. D'accord. Alors, Awaba, Antonio Guterres a aussi déclaré que la pandémie a amplifié l'injustice la plus durable au monde. Il parle du déséquilibre du pouvoir entre les hommes et les femmes. Nous pouvons et nous devons combler le fossé entre les sexes, a-t-il dit. Et au niveau de l'ONU, qu'est-ce qui manque selon vous au combat pour l'égalité, surtout dans le contexte de la pandémie? Alors, bonjour, et juste peut-être réitérer le fait que la pandémie a touché plus les femmes que les hommes les femmes que les hommes de multiples manières, dans les domaines économiques, dans les domaines de la santé, de la sécurité, la protection sociale. Les impacts de la COVID-19 sont exacerbés pour les femmes et les filles simplement en raison de leur sexe. Ça, c'est un fait. Maintenant, la réalité est que la COVID a fait juste n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà des problèmes structurels, les problèmes d'inégalité de sexe. Et au niveau de l'ONU, justement, nous savons que l'ONU a une grande capacité d'influencer les gouvernements. Mais est-ce que l'ONU, aujourd'hui, dans la théorie, c'est ça le fait, mais dans la réalité, l'ONU est faible devant les gouvernements. L'ONU ne peut que donner des conseils et les gouvernements ne prennent pas les mesures qui devraient permettre d'apporter des correctifs. Alors, ce que l'ONU peut faire aujourd'hui, c'est justement s'assurer que les résolutions, les conventions sont mises en œuvre, parce que ces résolutions, ces conventions-là permettent mettre à la disposition des États tous les éléments, toute la matière qui est disponible pour corriger les déséquilibres de genre et les déséquilibres de sexe. Les questions de santé, l'accès à la santé, la protection sociale, le travail non rémunéré, tout cela aujourd'hui devrait être pris de manière beaucoup plus sérieuse par les États. Et pour cela, il faut que l'ONU s'assure que les ODD, justement, le tracking des ODD est effectif et que les États respectent les engagements qui sont pris, les États respectent leur constitution, les États respectent les prérequis qui sont normalement déjà consignés dans les résolutions de l'ONU, mais aussi dans toutes ces conventions-là auxquelles les États...
D'accord, Jean-Victor aura l'occasion de réagir à cela, mais je vais à Washington. Jean-Claude Zamba, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, a été le premier chef d'État du continent à prendre la parole et il a demandé plus de représentation au sein du Conseil de sécurité. Le sujet n'est pas nouveau, c'est vrai, mais a-t-il raison de remettre cela sur la table ? Absolument. Nous nous retrouvons en fait comme la conférence de Bandung en 1962 à Belgrade, où des personnes comme Tito, Nasser et Nehru ne voulaient pas en fait se positionner devant les deux blocs, le bloc soviétique et le bloc américain. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'être représentée à tous les niveaux parce que nous parlons de l'Afrique comme étant la prochaine frontière de développement, que ce soit économique, dans l'agribusiness. La plupart des jeunes, comme nous le savons, et les femmes, ont un pouvoir, une capacité qui n'est pas encore mise en œuvre. Et nous savons que demain, pour être en mesure de mettre en place sur le plan mondial ce que l'Afrique pourra donner au monde, il faudra également une représentativité à tous les niveaux. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut attaquer sur tous les fronts. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent vivre comme des jeunes qui sont en Occident. Nous avons des personnes comparées aux années 1960, aux indépendances, qui sont plus éduquées. Nous avons des jeunes qui sortent des universités comme Harvard, Oxford, également de grandes universités en Afrique. Les matières premières africaines sont maintenant un peu plus mieux gérées dans certains cas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants visionnaires. Nous avons des dirigeants qui veulent vraiment faire avancer non seulement leur pays, leur région, mais également l'Afrique. D'accord. Alors, Jean-Victor Awaba a un peu évoqué cette question des moyens dont disposent les Nations Unies face aux États, surtout les plus puissants. Mais justement, cette question de la représentativité au Conseil de sécurité, est-ce que cela pourrait aider l'Afrique à mieux se faire entendre sur cette question sécuritaire, par exemple? Absolument. Je pense que ce que Awa a évoqué est très important. La représentation équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité est essentielle. D'ailleurs, les pays africains ont pris une décision historique à Ezulwini, que l'on appelle le consensus de Ezulwini, en Eswatini, ancien Swaziland, où l'Afrique veut non seulement être à la suite des décisions, mais veut être partie prenante lors des discussions à la table du Conseil de sécurité. C'est donc très, très, très important et c'est une question que l'on discute depuis beaucoup trop longtemps déjà. Il faut véritablement que cette chose soit résolue parce que la réforme du système international commence d'abord par la réforme du Conseil de sécurité. Les Nations Unies telles qu'elles avaient été constituées il y a un peu plus de 70 ans ne représentaient pas à l'époque ce que le monde est aujourd'hui. Il est donc important que l'Afrique, avec sa vivacité, avec sa population, parce que le dividende démographique donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'avantages à l'Afrique pour les décennies à venir. Donc l'Afrique doit être à la table et être parfaitement représentée. Surtout sur cette question de lutte contre le terrorisme, par exemple. Surtout, et je dois dire que l'Afrique a déjà connu des succès. C'est ce mois de septembre que nous avons perdu en Afrique le président Abdelaziz Bouteflika d'Algérie, paix à son âme. Et quand j'ai eu l'honneur de le rencontrer il y a 6 ans environ à Alger, il nous rappelait que c'était sous sa présidence, en tant que président de l'Assemblée générale, lui qui était jeune ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, c'est sous sa présidence que l'Afrique du Sud avait été exclue des Nations Unies à cause de l'apartheid. Donc la communauté internationale avait réussi, n'est-ce pas, à combattre l'apartheid. La communauté internationale a après enfourché le combat contre le terrorisme. Il faudra savoir si demain la communauté internationale pourra dire qu'elle a combattu avec succès une pandémie comme celle du coronavirus. D'accord. Alors, Awa, cette question du terrorisme international vous inquiète-t-elle au moment où, dans le Sahel, par exemple, les armées ont du mal à faire face alors qu'on assiste même à un débat ou des passes d'armes sur la présence des troupes étrangères ou d'une arrivée prochaine du groupe privé russe Wagner? Absolument. Abdurrahman, vous savez que ce n'est plus un secret de polichinelle que le groupe d'État islamique ainsi que ses rivaux d'Al-Qaïda veulent faire de l'Afrique leur nouvelle priorité, leur base arrière.
Et malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que l'approche qui est principalement axée sur la sécurité a été contre-productive jusque-là. Parce qu'elle n'a pas permis de s'attaquer en fait aux problèmes de fond qui poussent, c'est-à-dire les raisons qui poussent tant de jeunes à adhérer à ces groupes-là et au terrorisme international d'avoir un écho. En fait, il faut dire que les problèmes au Sahel, par exemple, sont beaucoup plus profonds que c'est seulement des questions sécuritaires. C'est des questions surtout, c'est des questions économiques, c'est la sécheresse, donc la question climatique, mais c'est aussi la corruption, c'est aussi la pauvreté, c'est aussi le chômage. Donc, pour moi, les solutions sont principalement des gouvernances. Une meilleure gouvernance politique, une meilleure gestion des ressources pour que les ressources profitent aux jeunes. Ces jeunes aujourd'hui qui adhèrent à ces mouvements-là, ces jeunes aussi qui se lancent dans la migration clandestine avec tous les périls que ça a. S'ils n'ont pas d'opportunité, mais ils sont à la merci de tout groupe qui espère faire d'eux leur force. Nous avons aussi vu que la solution consistant à recourir à des forces multinationales aussi a ses limites. Justement, il faut revisiter ce paradigme-là. Les forces locales, il faut... Cette question liée au développement, d'accord, on pourra y revenir en deuxième partie, cette question liée au développement. Jean-Claude Zamba, quelle stratégie mondiale contre le terrorisme en Afrique, surtout après le retrait américain d'Afghanistan? Beaucoup, en fait, se disent est-ce que la solution, c'est de recourir aux forces étrangères, alors qu'on a besoin de la communauté internationale, justement, mais nos armées ont du mal à faire face. Je pense qu'il faut savoir, par exemple, en ce moment, les États-Unis vont se focaliser sur l'Indo-Pacifique. Nous revenons à plusieurs éléments. C'est-à-dire, nous avons des communautés économiques ou politiques comme la CEDEAO. Nous avons l'Union africaine. Quand on se rappelle du cas de la Libye, il est important de donner à ces entités, à ces structures qui ont été mises en place par les Africains, un pouvoir de pouvoir régler en fait certains de ces conflits. Et comme disait Awa, aller aussi à la base, c'est-à-dire à la base d'où proviennent en fait non seulement tous ces différents conflits, mais également le terrorisme. Et quand on pense que la majorité des jeunes en Afrique, nous nous retrouvons à peu près plus de 60% de la population qui est jeune, il faut donner à ces jeunes de l'espoir. Il faut donner à ces jeunes qui vont donc faire des études la possibilité de trouver du travail. Et là, on revient à ce que l'on appelle souvent les droits humains. L'accès à l'éducation, l'accès au travail, l'accès de pouvoir se déplacer, sans que vous ne soyez mis en prison parce que vous parlez de certaines choses qui ne marchent pas dans votre pays. Tous ces éléments d'ensemble aideront à ce que l'Afrique puisse réduire ce champ de terrorisme, mais également y apporter plus tard les forces internationales ou la communauté internationale pour nous aider à pouvoir mettre l'Afrique sur ce pas de développement dont on a besoin. D'accord. Alors, nous avons des commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, des téléspectateurs qui ont réagi au sujet de la semaine. Hassan Oumar Boulalé à Djibouti nous dit « L'Afrique n'a pas encore son mot à dire ou un impact important sur la scène internationale. À l'Assemblée générale, elle peut soulever ces problèmes, mais l'Afrique doit s'imposer avec pragmatisme. » Et puis Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui nous dit « J'aimerais qu'à l'issue de cette Assemblée générale, de fortes décisions et mesures d'accompagnement soient prises pour l'effectivité de l'accès aux vaccins, la lutte contre les conflits, la protection de l'environnement et la mise en place d'un plan concret de développement. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Voilà, heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités. Avec moi ici à New York, Jean-Victor Collot, porte-parole de 3 anciens présidents de l'Assemblée générale des Nations unies. À Washington, dans nos studios, le studio 52, Jean-Claude Zamba, analyste politique basé dans la capitale fédérale américaine, et à Dakar au Sénégal, Awaba, chargé du bureau Sénégal de l'OSIWA, Open Society for West Africa. Alors, Jean-Victor, le développement économique à travers un monde stable, c'est en gros l'un des objectifs majeurs de l'ONU qui dit vouloir promouvoir un système commercial multilatéral universel, ouvert et équitable. Alors, certains diraient que c'est plus facile à dire qu'à réaliser. Comment l'Afrique peut-elle avoir sa place, la place qu'elle mérite dans ce système multilatéral? Alors, l'Afrique aura sa place et jouera pleinement son rôle si et seulement si l'Afrique a la paix. Rien ne peut être fait s'il n'y a pas la paix. Vous ne pouvez pas vacciner les gens, vous ne pouvez pas gérer le changement climatique, vous ne pouvez pas régler les dissonances économiques si vous n'avez pas la paix. C'est pour ça que le président Tshisekedi a eu raison, par exemple, de s'attarder sur la situation dans son pays en demandant une relation nouvelle, différente, plus stratégique, mieux adaptée avec la mission des Nations Unies. Et c'est un bon message positif qui montre d'ailleurs que la grande africaine qui gère la mission des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, fait bien son travail, parce que là, il y a un répondant positif de la part du Congo. La présence des casques bleus en RDC a toujours été un sujet quand même de débat. Tout à fait, mais le président a dit que le Congo, la RDC, a toujours besoin, aura encore besoin de la MONUSCO, d'une MONUSCO réadaptée. Donc la paix est un facteur important. Et dans un pays comme le Congo, un pays important, un sous-continent en Afrique, on ne peut rien faire sans la paix. Mais plus globalement en Afrique, ce que l'on peut dire, c'est que quand il s'agit du changement climatique, on voit très bien, par exemple, ce qui se passe dans le monde. Il y a eu des inondations à New York, il y a les éruptions volcaniques terrifiantes à La Palma, aux Canaries. On a vu dans un petit coin du Cameroun, à Bana, des grelons qui ont été pris pour de la neige. On a vu par exemple... Ça, c'est le changement climatique. Le changement climatique. Mais pour s'attaquer à tout cela, il faut absolument la paix. Et je pense qu'il faut soutenir ceux des États qui militent pour la paix, qui combattent pour la paix et qui combattent le terrorisme. Il n'y a pas de développement, il n'y aura pas d'issue si véritablement nous n'investissons pas d'abord dans la paix. C'est véritablement le premier ingrédient. Alors justement, Awa, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants occidentaux disent ouvertement que l'avenir, c'est l'Afrique. On se rappelle de la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy qui disait que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Alors comment éviter que ce bel avenir qu'on prédit au continent ne profite qu'aux autres? Écoutez, Abdourahmane, moi j'aimerais quand des dirigeants étrangers qui nous ont colonisés, qui ont pillé notre continent, disent que l'avenir c'est l'Afrique, cela m'inquiète. Parce que tout simplement, je voudrais bien que ce soit les Africains qui disent que l'avenir c'est l'Afrique. Et je pense que cette situation dont vous parlez, en fait, vient d'un rapport du Sénat français qui, avec force détail, a fait enquêter et puis qui conseille à l'État français, au gouvernement français, comment profiter de l'Afrique, parce que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Quand l'avenir de l'Afrique sera... Mais est-ce que c'est toujours la faute des Européens? Pourquoi pas les Africains eux-mêmes? Les dirigeants africains, on devrait quand même... Parce que tout simplement, nous sommes encore pris dans les chaînes d'exploitation, de prédation dont nous avons du mal à nous départir. Les compagnies, les ressources minières africaines, les liens que nos États, qui n'arrivent pas encore à opérer cette rupture avec ce mode traditionnel de coopérer, de s'engager avec les autres États, notamment les anciennes colonies, les anciens pays colonisateurs. Quand nous opérerons la rupture paradigmatique qu'il faut et que nous nous centrerons sur nous et que nos jeunes ne vont plus regarder l'Europe ou l'Occident comme étant l'avenir, que nos jeunes restent, que nos jeunes profitent de nos ressources, mais qu'il y ait des opportunités. D'autres en ont parlé ici, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux opportunités économiques. Et ça, c'est d'abord une question de leadership. C'est à nos dirigeants de prendre les décisions qu'il faut. C'est à nos dirigeants de recentrer le développement de l'Afrique sur les Africains, par les Africains et pour les Africains. Tant que ça ne sera pas fait, malheureusement, l'avenir, c'est l'Afrique, mais c'est pour les autres, mais pas pour les Africains, malheureusement.
Alors, Jean-Claude Zamba, l'Afrique, continent au sous-sol le plus riche, mais où la pauvreté est la plus grande, comment est-ce qu'on peut aller au-delà des slogans pour sortir l'Afrique de la pauvreté et arrêter tout le temps de faire porter le chapeau à d'autres? Bon, je citerai déjà Mandela qui disait que ceux qui veulent travailler pour notre pays ou notre continent sans nous sont contre nous. Il est important qu'il y ait un développement inclusif et les pouvoirs politiques ont leur part à jouer, mais également il est important que nous comprenions et que nous prenions entre nos mains ce que nous voyons par exemple dans un pays comme le Rwanda ou des pays comme le Nigeria. Aujourd'hui, nous avons des personnes comme M. Dangote, M. Tony Elumelu, qui en fait ont fait fortune en Afrique et qui développent le côté entrepreneuriat à travers toute l'Afrique. M. Tony Elumelu met en place des programmes où il finance des jeunes à travers l'Afrique dans des secteurs bien spécifiques. Je pense que dès que la jeunesse africaine est une jeunesse consciente, elle est consciente de ses capacités, elle est consciente du pouvoir de son sous-sol, comparé à ce que les anciens dirigeants des années 60 avaient ce mythe de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont prêtes à se lever et à parler aux Occidentaux comme voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur ce que l'Afrique peut faire à travers toutes les forces inclusives, que ce soit la diaspora ou ceux qui sont sur place en Afrique. D'accord. Alors, un dernier tour de table, 1 minute chacun. Pour vous, Jean-Victor, quelle est la question prioritaire qui doit mobiliser l'ONU et la communauté internationale pour les 12 mois à venir? Je pense que pour les 12 mois à venir, l'ONU doit se remettre au centre du multilatéralisme, c'est-à-dire redevenir cet endroit qui permet à la communauté internationale, comme un seul homme, comme une seule femme, en réalité, de gérer de manière déterminée et volontaire les questions de l'heure. C'est le climat, c'est la paix, c'est les pandémies, c'est l'économie, c'est la relance post-Covid. Mais pour que cela arrive, il faut une véritable volonté, mais aussi une détermination, je dirais, des Africains eux-mêmes. Prenez un cas comme l'Afrique centrale. Si le Cameroun, par exemple, est déstabilisé, c'est la Centrafrique, c'est le Tchad, c'est les pays enclavés qui sont aussi. Peut-être 30 secondes pour Awa. Pour vous, c'est quoi la question? Un seul sujet pour vous? Je pense que la paix et la sécurité humaine, encore une fois, il faut la paix, il faut la sécurité humaine, mais aussi, comme l'a dit la relance post-Covid, l'accès au vaccin, il faut continuer à en parler. Sinon, cet apartheid du vaccin va continuer et le monde sera coupé en deux. Jean-Claude. Ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès. 30 secondes, l'accès aux opportunités à travers l'Afrique, l'accès aux jeunes et aux femmes aux opportunités que l'Afrique offre. Il n'y a que quand les gens ont accès à des opportunités dans leur pays, dans leur région, qu'ils vont en fait mettre en place une vision inclusive pour le développement à long terme. D'accord. Voilà, malheureusement, c'est terminé. Un débat à suivre. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe technique. Donc, à très bientôt. Au revoir.